Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Je suis en compagnie de Sophie Fay. Bonjour Sophie, chef du service économique de l'Obs. Jean-Marc Sylvestre, bonjour. Éditorialiste économique chez Atlantico et auteur, c'est votre dernier livre, Les grands entretiens de l'histoire. C'est aux éditions Saint-Simon. Un livre dans lequel, Jean-Marc, vous imaginez des interviews avec des personnalités qui ont marqué l'histoire comme Cléopâtre, Keynes ou Marx ou d'autres. Des monstres sacrés qu'on aurait tous voulu rencontrer. Et vous imaginez et avec l'avantage, c'est que je leur pose des questions et je fabrique les réponses. Voilà. C'est quand même le rêve du journaliste. Le rêve du journaliste. Frédéric Farah est avec nous, économiste et auteur d'une introduction inquiète à la Macron-économie. Après une polémique, vous le savez, suite à une vidéo postée par l'Élysée montrant Emmanuel Macron évoquer des aides sociales qui coûtent, je cite, un pognon de dingue. Le président de la République a voulu clarifier sa politique sociale. Il faut mieux prévenir et responsabiliser pour le chef de l'État. On écoute une partie de cette vidéo et quelques réactions et on en débat ensuite. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. Il fait comme tous les ultralibéraux porter en réalité la responsabilité de la pauvreté, du chômage sur les chômeurs et les pauvres. Emmanuel Macron pense qu'en donnant moins aux pauvres, ils vont se responsabiliser et en donnant plus aux riches, ils vont se responsabiliser. Donc il y a une erreur quelque part. On croit au coup marketing, au coup com, peut-être pour faire dégonfler une polémique, et en même temps il en suscite une. Et en même temps, son propos n'est pas très présidentiel. Il y a donc quelque chose vraiment d'inattendu et d'inexpliqué dans cette démarche. Voilà, cette vidéo a fait débat, on l'aura compris. Alors tout d'abord, justement, avant d'en débattre, on voudrait savoir de quoi on parle. Alors sur justement ces aides sociales en France, il y a à peu près une dizaine de minima sociaux. Ça représenterait 7 millions de personnes couvertes, soit 11% de la population. Et 65% des minima vont aux 10% les plus pauvres. Vous le voyez s'afficher. Ensuite, sur la répartition de ces 10 minima sociaux, il y a à la fois le RSA, l'allocation des adultes handicapés, également les allocations de solidarité aux personnes âgées. Il y a également les allocations familiales qui sont finalement le plus gros de l'ensemble de ces prestations. Et au total, les dépenses de protection sociale dans leur ensemble représentent 746,6 milliards d'euros. Donc 745 milliards d'euros pour arrondir selon l'adresse. Et cela représente 32% du PIB, 32 points de PIB. Ça serait le pourcentage le plus important des pays de l'OCDE. Mais on a envie de poser effectivement la question qu'Emmanuel Macron a posée, Sophie Fay. Finalement, ces dispositifs d'aide aident-ils les pauvres à sortir de la pauvreté ? C'est ça la question qu'il pose. Ils aident les pauvres à sortir de la pauvreté. On est aussi en France le pays qui a le taux de pauvreté qui est toujours trop élevé. C'est jamais acceptable le taux de pauvreté. Mais on a aussi un des taux de pauvreté les plus bas dans l'OCDE. Et en particulier, chez les personnes âgées, chez les seniors, on a le taux de pauvreté vraiment le plus bas. On a encore un problème avec la pauvreté des jeunes. Mais les jeunes bénéficient beaucoup moins des minima sociaux, puisque vous savez qu'ils sont exclus du RSA jusqu'en dessous de 25 ans. Et donc, eux, chez les jeunes, là, ça ne fonctionne pas. Il y a un gros taux de pauvreté. Donc aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont pauvres, mais pas à cause des minima sociaux, parce que justement, il n'y a pas de minima sociaux pour les moins de 25 ans. Donc, si la fonction des minima sociaux, c'est d'aider les gens à sortir de la pauvreté, de réduire la pauvreté et de réduire les inégalités, eh bien oui, ça fonctionne. Jean-Marc Sylvestre, alors ça serait trop coûteux d'après, en tout cas peut-être Bruno Le Maire. Si la question est est-ce que le modèle social aide les gens à sortir de la pauvreté, la réponse est non. Parce que depuis le temps que l'on fait fonctionner ce modèle social, depuis le temps qu'on dépense cet argent dont Macron disait que c'était un poignant fou, on n'a pas fait beaucoup de progrès. Alors c'est vrai que le niveau global est meilleur que dans les autres pays, et c'est vrai qu'on a un niveau de pauvreté qui est un peu moins pauvre que dans d'autres pays. Mais c'est vrai que ça n'a pas amélioré la situation. On est toujours dans une situation absolument épouvantable. Donc c'est inefficace. Alors c'est absolument inefficace, parce que les gens ne s'en sortent pas. Ils restent dans la pauvreté. Donc on a un système qui maintient les gens dans la pauvreté, qui leur permet de leur donner de quoi vivre dans la pauvreté. Donc ce n'est pas forcément l'ambition qu'on peut avoir. En revanche, je crois qu'on ne sait pas exactement ce qu'est la pauvreté en France. On en parle comme ça dans les salons parisiens, de façon un peu coincée. Mais en réalité, elle est très diverse, la pauvreté. Être pauvre à Paris, c'est différent que d'être pauvre en province. Le logement ne coûte pas le même prix. Il n'y a pas forcément de boulot à droite ou à gauche. Être pauvre dans un endroit où on peut se débrouiller en faisant du travail au noir ou en étant
en essayant d'être auto-entrepreneur, c'est différent quand on est dans une grande métropole que si vous êtes dans une région complètement sinistrée par les délocalisations. Moi, je vois chez moi dans l'Ouest, il y a des villages, des villes qui sont complètement désertées. Moi, j'ai passé mon enfance dans des villes comme Alençon. Aujourd'hui, c'est sinistré, c'est un désert. Et ils sont en dessous du seuil de pauvreté. Et ils ne peuvent pas s'en sortir, ceux-là. Ils ne pourront pas s'en sortir. Ils vont avoir du mal à s'en sortir, je vous assure. Frédéric Farah. Honnêtement, je crois que c'est pas tant ce modèle social qu'il faut incriminer, c'est de savoir quels sont les éléments qui conduisent à cette pauvreté, c'est-à-dire la précarisation sur le marché du travail, les durcissements des conditions d'indemnisation du chômage, moins de la moitié des chômeurs touchent une indemnité chômage. Donc, si vous voulez, le problème, c'est pas dire c'est ce modèle social, c'est à quoi font face ces gens-là. Ils font face effectivement à un marché du travail qui est dual, ils font face à des conditions d'indemnisation, je viens de le dire, qui effectivement sont beaucoup plus dures. Mais Emmanuel Macron dit que c'est trop curatif et pas suffisamment préventif. Non, mais le problème, si vous voulez, il oublie un truc, c'est qui est à mon avis un élément essentiel, c'est le non-recours. C'est-à-dire que, au contraire, beaucoup de gens, par manque d'informations, de connaissances, n'ont pas recours à ces prestations. 30 à 50% des bénéficiaires potentiels du RSA, par exemple, ne le perçoivent pas. Et il y a une étude récente qui disait que ça faisait même une économie pour l'État de 5 milliards d'euros. Donc finalement, ce qui coûte d'un côté, finalement, est économisé aussi de l'autre, puisque les gens ne le demandent pas. Donc le problème, c'est pas tant ces aides en question, surtout que les 8 minima sociaux principaux représentent que 1,2%, 1,2 points, de PIB. Donc ce qui n'est pas grand-chose non plus. Donc, si vous voulez, dans cette histoire, je pense qu'incriminer ce modèle social, c'est faire bon marché de toutes les autres évolutions qui affectent finalement ces personnes, c'est-à-dire la question de la formation, la question du marché du travail, la question de l'habitat, du logement, bien sûr. C'est un ensemble de conditions, effectivement. Sophie. Que le modèle soit curatif, il est forcément curatif. L'allocation adulte handicapé, qu'est-ce qu'elle peut être ? Autre que curative. Oui. Le minimum vieillesse. Qu'est-ce que ça peut être autre que curatif ? En revanche, je parlais peut-être du RSA. Comment est-ce qu'on s'insère ? On se réinsère ensuite dans le marché du travail. Il est question de la prime d'activité d'ailleurs. Probablement ils vont peut-être revenir sur cette prime d'activité, alors que les 3 économistes dont on a beaucoup parlé d'ailleurs cette semaine, Jean Pisani-Ferry en l'occurrence et Philippe Aghion, eux disent qu'il faut la garder, cette prime d'activité. Sur la prime d'activité, je crois qu'ils ont compris qu'il fallait la garder. Elle a été faite en fusionnant la prime pour l'emploi et le RSA activité. Et pour la simplifier et pour faciliter le retour à l'emploi. Les gens qui revenaient sur le marché du travail ne la touchaient pas, cette prime d'activité. Avec ce système beaucoup plus simple, aujourd'hui, ils la touchent quasi, pas automatiquement, mais c'est beaucoup plus facile. Donc, on a beaucoup de gens qui reviennent sur le marché du travail grâce à cette avec prime. Des salaires parfois limités parce qu'ils travaillent à temps partiel ou parce qu'ils sont peu qualifiés. Et donc, cette prime pour l'emploi, elle est essentielle pour eux. C'est en moyenne 160 € par mois, c'est pas rien. Jean-Marc Sylvestre. Non, mais si vous reprenez l'image d'un système où on fait trop de curatif et pas assez de préventif, poursuivez l'image jusqu'au bout. C'est-à-dire que si vous prenez le parallèle avec la médecine, avec la santé, lorsque vous êtes très malade, on vous diagnostique d'abord, ensuite on vous opère, on essaie de vous soigner, et après on vous met en convalescence, c'est-à-dire qu'on vous remet en forme. Vous tombez à l'eau, vous vous noyez, on vous offre des cours de natation ou on vous secourt ? On vous secourt et après on vous offre des cours de natation. Bien sûr, après, donc le curatif est indispensable. Quand vous avez une opération du cœur, vous avez une convalescence derrière. Vous avez un accident de santé au niveau du chômage. D'abord. Bien sûr qu'il faut. Donc il faut les deux. Mais alors, est-ce que le système actuel, les résultats prouvent qu'on ne fait pas la deuxième partie, puisque le chômage ne baisse pas, le chômage structurel ne baisse pas, et la situation reste identique. Parce que les chômeurs de longue durée, ils font partie de ces pauvres, me semble-t-il, de plus en plus. Ils n'arrivent plus à se réinsérer. Ils sortent des droits. Mais on n'arrive pas à améliorer la situation. C'est quand même terrible. On est en train de s'habituer à avoir à peu près 8-9% de la population comme ça. On s'habitue à ça en se disant... Alors, on avait une politique qui quand même devait relancer la croissance. On a baissé les impôts sur le capital, on a baissé l'ISF, donc on attend un investissement. Et ça coûte du pognon. Un pognon de dingue. Un pognon de dingue, et avec des effets extrêmement faibles. Et finalement, ça c'est le plus coûteux pour les finances publiques, avec des effets qui ne fonctionnent pas. Alors d'un côté, c'est bien joli de dire qu'on va faire une flat tax à 30%, on va effectivement alléger l'imposition sur le capital, pour à la fin obtenir des investissements qui ne viendront pas, parce qu'on sait très bien ce qui va se passer, et ensuite après on va se tourner, on va dire ah bah oui, c'est les minima sociaux qui coûtent un pognon de dingue. Je trouve qu'il y a un peu une hypocrisie dans cette histoire qui est assez excessive.
Là, je ne vois pas pourquoi vous êtes aussi pessimiste sur l'incapacité de ce système à se redresser. À partir du moment où vous faites un diagnostic de compétitivité, qui est quand même la première fois qu'on fait un diagnostic de compétitivité. C'est ce que vous dites de la part d'Emmanuel Macron. Oui, voilà. Il a fait une sorte de diagnostic. Il a quand même fait un diagnostic qui n'est pas mauvais. Enfin, publiquement, il a été élu pour ça en plus. Hein. On en parlait auparavant dans les couloirs, mais on n'osait pas. On préférait toujours faire de l'économie de demande. Aujourd'hui, il a fait quand même une économie, un modèle d'offre. Il n'est pas très keynésien, Emmanuel Macron, pour revenir à votre dialogue avec Keynes dans votre livre. Franchement, Keynes, d'ailleurs, dans le bouquin, me le dit. C'est un système. Non, mais franchement, il a dit quelque part, c'est un système qui est inapplicable dans des économies ouvertes au grand vent de la concurrence. Donc, on est dans un système d'offres. Et on réfléchit sur ces minima de la même manière. Donnez-lui au moins quelques mois pour que ça marche. Enfin, pourquoi vous êtes aussi pessimiste sur l'absence d'investissement? Il y a des études qui sortent aujourd'hui dans lesquelles les investisseurs étrangers recommencent à regarder la France du bon. Alors on en parlera dans la deuxième partie. Réforme de... Oui, on en parlera tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission. On va en parler. Oui, dans la deuxième partie de l'émission. Réforme de l'assurance chômage, pas à la hauteur des ambitions initiales, disent Jean Pisani-Ferry et Philippe Aghion. Ça fait partie aussi, cette réforme de l'assurance chômage, je dirais, de l'ensemble des aides sociales. Oui, dans la réforme de l'assurance chômage, dans le programme d'Emmanuel Macron, il devait y avoir l'instauration d'un bonus-malus qui devait pénaliser les entreprises qui ont recours systématiquement aux contrats très courts, les contrats de mois d'un mois. Et les partenaires sociaux ont obtenu de pouvoir d'abord essayer de trouver des dispositifs eux-mêmes dans les branches avant que ce soit mis en œuvre. Donc il y a une petite déception de la part de ces trois économistes qui ont fait la note confidentielle au président, qui trouvent qu'il aurait pu aller plus loin sur ce point. En même temps, ils ont retrouvé l'équilibre, manifestement. Je vais mettre les pieds dans le plat. Il y a aussi il nous reste 30 secondes. Il y a une petite déception de la part des économistes de ne pas avoir été partie prenante à la politique mise en place. Ils ont démarré le quinquennat avec Macron, en étant très proches de Macron. Et Jean Pisani-Ferry, Philippe Aghion et Philippe Martin. Ils ont été mis un tout petit peu à l'écart. Et donc, il y a un peu d'amertume dans leur comportement. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi cette note a fuité de cette façon. Ils disent qu'on oublie un peu la sécurité. En même temps, Jean Pisani-Ferry a retweeté aujourd'hui en disant c'est pas totalement contradictoire avec ce que dit Emmanuel Macron. Bon, merci en tout cas à tous les trois. On se retrouve juste après le journal. Vous restez avec nous.